Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie, et j'espère qu'il y en aura beaucoup des parties, une deuxième vidéo sur mon projet un peu dingue de circulation de petites voitures à chaud sur un lit électromagnétique. Alors la dernière fois dans la vidéo, j'ai dit que j'allais faire fabriquer des PCB prototypes, ce que j'ai fait. Je les ai reçus. Donc, je ne sais pas si on voit bien, c'est vraiment ultra petit au niveau finesse de piste et tout et tout. Donc, alors ces PCB, je vais quand même en dire un mot parce qu'ils sont un petit peu particuliers. Ils sont juste à deux couches, donc ils ne coûtent pas très cher. On en parlera aussi un petit peu plus loin. Deux couches, mais quand même, j'ai demandé à JLC PCB de me faire, au lieu des 35 micromètres d'épaisseur de cuivre, de m'y mettre plutôt 70 micromètres de cuivre, c'est-à-dire le double. Ça permet d'avoir une piste un peu plus grosse, hein, d'avoir un peu plus de matière en cuivre pour pouvoir faire passer un fort courant dedans. Sinon, c'est tout à fait classique. Alors, je suis à chaque fois épaté par le savoir-faire de ces gens-là. C'est juste, c'est magnifique ce qu'ils font. Donc voilà, pour le moment, ils ont bien voulu me faire ça. Parce que voilà, là, on est sur du deux couches et c'est tout. Alors, le truc, par contre, qui est embêtant, c'est que quand on choisit 70 micromètres d'épaisseur de cuivre, eh bien, on ne peut pas avoir une épaisseur plus petite que 1,6 mm d'épaisseur de PCB en tout. Faut choisir, soit on fait 35 micromètres de cuivre, et là on peut choisir l'épaisseur qu'on veut. C'est-à-dire que moi, idéalement, j'aurais voulu un PCB ultra fin pour que les pistes du bas soient au plus près de la matrice, ça se comprend. Ben, j'ai pas pu. Avec 70 micromètres de cuivre, ils sont obligés, apparemment, d'après le processus de fabrication, ils sont obligés de passer en épaisseur de 1,6 mm. Ce qui fait que là, mes pistes qui dirigeraient la voiture gauche-droite sont quand même éloignées de la matrice de 1,6 mm, ce qui fait beaucoup, beaucoup, en fait. On va voir que quand même, on pourrait peut-être s'en sortir. Mais on va parler de tout ça. Donc, on va reprendre notre expérience. Alors, j'ai pas les ponts en H, donc ça va rester assez manuel, tout ça, assez empirique. Mais quand même, vous allez voir que par rapport à la dernière fois, on va pouvoir se déplacer beaucoup plus. Ça va être quand même un petit peu plus probant, on va dire. Donc là, j'ai réalisé un petit circuit pour pouvoir inverser. Là, j'ai mis un inverseur pour pouvoir inverser la polarité dans les pistes, tout simplement. Ici, je vais tenir à la main une résistance de puissance. Alors, malheureusement, elle est pas assez puissante et elle va se mettre à chauffer pas mal. C'est pour ça que je la garde à la main, parce que comme ça, je vais savoir quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Quand je vais commencer à me brûler, j'arrêterai évidemment. Donc, bon, pour bien faire, moi j'ai besoin quand même de la loupe là. Alors, toutes les trois pistes, je vais inverser la polarité grâce à mon inverseur. Ok, alors on y va. Donc, je vais balayer les trois pistes comme ça. Et toutes les trois pistes, je reviendrai et j'inverserai la polarité. Donc là, on voit, voilà. Mince, pardon. Si je, voilà. Hop. Là, j'ai oublié d'inverser. Alors forcément, voilà. Voilà, on voit que là, et là, ça commence à chauffer pas mal dans la résistance, donc la valeur est bonne, mais sa puissance n'est pas assez forte. Donc, très bien, on voit que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça fonctionne aussi gauche-droite? On va le faire. Alors là, je rappelle donc qu'on a 1,6 mm
à traverser. On va voir si ça bouge, et ça bouge. Voilà, j'arrive à aller à droite ou à gauche. Voilà, il faudrait que je mette au point. J'inverse aussi la polarité. Je vais essayer de le faire. C'est pas évident. Et là, ça chauffe quand même beaucoup. On va attendre un petit peu. Enfin, croyez-moi sur parole, la matrice, même à 1,6 mm, finalement, la matrice réagit. Ça va. Tout va bien. Donc là, vous pourriez me dire, ouais, mais là, jusque-là, il s'agit juste d'une matrice d'aimant. La matrice d'aimant, elle n'est pas bien lourde. Qu'est-ce que ça donne si par-dessus, on met un véhicule? Alors, on va essayer. On va mettre... Alors là, c'est pas évident de le mettre en équilibre. Pour moi, c'est trop tôt de coller. On va essayer comme ça. Alors j'espère que ma résistance a un petit peu refroidi. Ouais, un petit peu. Et on va voir que ça, normalement, ça embarque la voiture aussi. Alors là, je me mets sur la loupe. Là, je ne sais plus où j'en suis au niveau polarité. On va bien voir ce que ça fait. Voilà. On voit que quand je ne me trompe pas de polarité et que je ne me brûle pas trop, on voit qu'il n'y a pas de souci. Ça, je l'ai testé, il n'y a pas de problème. Ça embarque le poids de la voiture sans souci. On pourrait dire aussi, ouais, mais là, jusque-là, les PCB sont nus. Qu'est-ce que ça donnerait si on décore la route? C'est-à-dire que là, je prends une feuille de papier, toute bête, je pose ma matrice dessus. Donc ça rajoute encore un peu d'épaisseur. Alors, ce qui serait pratique, au final, ce serait au moins de pouvoir mettre un truc épais comme je sais pas, peut-être du Bristol. Ou au moins pouvoir mettre un enduit, un après, genre du gesso, et un coup de peinture par-dessus. Alors, voilà, 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 tout bouge. Voilà. Quand je ne me trompe pas de polarité, la matrice avance sans problème. Donc ça, voilà, ça c'est réglé. Bon, sans douter évidemment, mais enfin il fallait quand même le tester. Donc ça, ben, on va dire que là les nouvelles sont quand même bonnes. Par contre, évidemment, avec ces PCB-là, étant donné que j'ai utilisé que deux couches, j'ai trop de lignes mortes, comme je l'explique dans la première vidéo. J'ai trop de lignes mortes pour espérer pouvoir passer, par exemple, de ce secteur à celui-ci. C'est-à-dire pour envisager une manœuvre de dépassement. Là, j'ai trop de lignes mortes. Mais ça pourrait se régler, même avec du PCB deux couches. Il y aurait une astuce un peu folle, mais que j'ai déjà utilisé et qui fonctionne. Même en restant avec du PCB de couche, on pourrait arriver à régler ce problème de ligne morte là. Un truc que je vous ai pas dit, ça, j'en ai fait faire 5. Ça m'a coûté 33 dollars les 5. Je parle pas des taxes et du transport, hein, parce que j'ai commandé d'autres trucs en même temps. Bon. Donc 33 dollars les 5, c'est tout à fait raisonnable, il n'y a pas de problème. J'ai fait quand même une petite simulation d'un devis au cas où je me risquerais sur du circuit imprimé à 6 couches, comme ils utilisent à Hambourg. Et là, tenez-vous bien, ça me coûterait 10 fois plus cher pour le même format de PCB. 10 fois plus. Donc ça, d'emblée, c'est rédhibitoire. Moi, c'est hors de question, on va pas quand même cramer la caisse, comme on dit, pour utiliser une expression à la mode. Donc, il faut absolument trouver une astuce. Soit je reste sur du PCB, mais alors uniquement à deux couches, et j'utilise ma petite idée qui pourrait être bonne pour malgré tout resserrer les secteurs entre eux pour plus avoir de lignes, enfin le minimum de lignes mortes entre deux secteurs. Ça, c'est faisable, mais il y a un mais à tout ça. C'est qu'on est quand même à 1,6 mm dessous. Donc le mouvement gauche-droite, ça marche, mais ça marche quand même moins bien. Alors, évidemment, j'ai essayé de faire passer plus de courant dessous pour gauche-droite. Ça marche mieux, effectivement, mais avec un capteur de haute sensibilité qui s'appelle la main ou les doigts,
on sent déjà une petite chaleur arriver sous le PCB. Et ça, moi, ça m'inquiète. Alors j'ai regardé énormément les vidéos d'Hambourg, hein, du Miniature Wonderland. Et qu'est-ce qui. J'ai dû regarder chaque vidéo 10 fois au moins. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça quand il y a de la casse chez eux? Qu'est-ce qu'ils cassent? Ils cassent des PCB, tout simplement. Ils cassent des secteurs, parce qu'eux, ils utilisent en plus des PCB avec des couches internes qui dissipent très mal la chaleur. C'est ça qui casse, essentiellement. Pourquoi ils cassent? Tout simplement parce que c'est pas fait pour ça. Tout simplement. Et vous devez savoir, vous vous êtes peut-être aperçu que je prépare pas un texte quand je fais une vidéo, je parle de manière instinctive, j'improvise. Et dans la dernière vidéo, je me suis entendu dire, ça a résonné, en fait, j'avais la solution, enfin la solution. Je me suis entendu dire que j'aimais pas les projets où je pouvais pas surdimensionner les choses, où j'étais vraiment ric-rac au niveau du matos et tout et tout. Et je disais, ouais, mais là, on n'a pas le choix. Si on veut réaliser ça, on n'a pas le choix. Eh bien, si. Il faut absolument retrouver le choix de faire mieux que ça, de faire plus fiable que ça. Et là, j'ai réfléchi, il y avait des mots qui résonnaient dans ma tête. Il y avait le mot fil émaillé. Parce que vous vous rappelez, la première fois, j'ai fait une expérience avec un bout de carton et du fil émaillé posé dessus. J'avais le mot évidemment circuit imprimé. Alors là, circuit imprimé, ça rebondissait dans ma tête tout le temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais et si on faisait un circuit imprimé? Je m'explique. Euh, j'ai tout simplement l'idée, au lieu de faire des PCB, des PCB classiques, de fabriquer des supports, peut-être en impression 3D, j'en ai réalisé quelques-uns là, et venir tricoter sur ces supports, venir tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, avec du fil émaillé, venir tricoter les pistes. Et là, du coup, ça change absolument tout. Si on utilise par exemple du fil, le top, ça serait du fil de 0,4 mm, on peut faire passer dans un fil de 0,4 mm 4 fois plus de courant que dans une piste de PCB comme celle-ci, même en 70 micromètres. Alors là, ça changerait absolument tout. Alors je me suis mis au travail, j'ai réalisé plusieurs prototypes de supports. Alors au début, j'ai carrément essayé de faire un support avec tout, qui recevrait chaque fil dedans, là. Sauf que la viscosité de la résine et tout, là, je ne sais pas si on verra les toutes petites dents qui recevraient le fil. La viscosité de la résine fait que les créneaux ne sont pas très francs. J'ai essayé aussi en faisant carrément en modélisant des trous dans la résine, sauf que pareil, la viscosité de la résine plus l'épaisseur du film FEP, c'est-à-dire le film FEP, c'est ce qui sépare les UV de l'imprimante 3D résine, ce qui sépare les UV de la résine elle-même. Le film FEP, il a une épaisseur, c'est pas bien épais, mais quand même, il a une épaisseur. Donc au lieu de diriger bien droit la lumière, les UV, il dissipe un peu, la lumière se dissipe un petit peu dans l'épaisseur du film FEP, et à la fin, couche par couche, on se retrouve, si on veut faire des trous de 0,4 mm, par exemple, des trous carrés de 0,4 mm de côté, ça ne marche pas, le trou est bouché, la résine finit par se durcir. Alors j'ai réalisé d'autres supports, là j'ai mis un créneau sur 3 en me disant que peut-être les deux autres fils, j'arriverai à les fixer. J'ai essayé aussi avec du PLA. Alors le PLA, ça serait pas mal. Là, je ne sais pas si on verra les petits trous. Ici, là, il y a tout un tas de petits trous. Si on éclaire peut-être, là, comme ça. Peut-être là, on verra les trous. Ici, non. Si, voilà, peut-être. Alors vraiment, là, c'est fin. Je suis sur des paramètres d'impression absolument dingues. Je suis genre en 0,05 de hauteur par couche. C'est un truc de fou. Ensuite, j'ai essayé d'autres trucs. J'ai essayé de fabriquer des gabarits
pour venir placer le support ici et tricoter le fil par-dessus. Ça ressemble à un tricotin, tricotin de l'époque un peu. Donc tout ça donne pas d'énormes résultats. Le mieux que j'ai réussi à pondre, c'est encore ça. Ça, c'est du PLA aussi, avec des paramètres d'impression de fou furieux. Et ma foi, ça commence à donner quelques petits résultats. On voit que j'ai pu... Alors en plus, là, le fil n'est pas tendu, hein, c'est pour ça que c'est pas très très droit. Mais voilà. Et là, dessous, on peut venir, grâce à des plots, on peut venir faire les petits ponts pour faire zigzaguer le fil. Malheureusement, le PLA en cisaillement, c'est pas terrible. Et là, bêtement, j'ai cassé un plot. Mais peut-être que là, il faut creuser là-dessus, sur cette idée-là. On pourrait passer beaucoup plus de courant, on serait beaucoup plus confort, beaucoup plus tranquille, si on arrive à fabriquer des supports comme ça et tricoter par-dessus le truc. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est ce qu'il faut que je creuse. Alors peut-être qu'il y aurait moyen de faire ça dans une autre matière, peut-être qu'il y aurait moyen de faire ça grâce à de la découpe laser. Ça risque d'être suffisamment précis, parce que c'est vraiment, c'est pas gros, il faut faire des creux de genre 0,4 de large et des créneaux, des montées de 0,3. Ah oui, là je vous avais pas donné les dimensions. Entre pistes, enfin l'anthrax des pistes, c'est 0,7 mm, ni plus ni moins, ce qui est déjà pas mal. Alors voilà, dans cette vidéo, donc on a vu que quand même le truc peut fonctionner. Si on avait eu un microcontrôleur et les ponts en H, on aurait vraiment pu faire circuler la voiture tout du long. Mais là, bon, je me crame un petit peu, forcément. Donc voilà. Je vais aussi en profiter pour répondre à quelques questions, parce qu'il y a pas mal de questions qui m'ont été posées. Une d'un jeune modéliste, une question intéressante, et je vais y répondre tout de suite. Il me dit dans un mail, ce jeune modéliste, il me dit oui, mais les aimants, ça a une autre propriété. On peut, là, vous utilisez que l'attraction, hein, c'est-à-dire que vous attirez les aimants tout le temps, mais on pourrait aussi utiliser la propriété qu'ont les aimants de se repousser quand, par exemple, deux pôles nord, quand on essaye de coller deux pôles nord ensemble, on n'y arrive pas, les aimants se repoussent. Alors, je vais répondre à cette question, qui est très intéressante, parce qu'effectivement, la répulsion, c'est aussi une force motrice. Il n'y aurait pas de problème. On récupère de la force motrice comme ça. Je vais répondre à cette question avec une expérience vraiment très, très empirique, comme je les aime. On va imaginer que ce bouchon de réglette de circuit intégré, là, on va imaginer que c'est la matrice d'aimant. Et on va imaginer que ma main, c'est une ligne, c'est une piste sur un PCB ou tricoté sur un support. Si je passe du courant dans le bon sens, je peux arriver à faire attirer les aimants par la ligne. Qu'est-ce qui se passe? Paf, l'aimant se pose sur la ligne, il n'y a pas de souci, pas de problème. Maintenant, par contre, on imagine l'inverse. L'aimant est posé sur la ligne, et là, maintenant, je vais mettre une polarité de manière à ce que la matrice soit repoussée au contraire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a quelque chose de plus par terre dans le labo. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vu qu'on n'avait pas de cible précise à atteindre, eh bien le truc peut aller n'importe où. C'est pour ça que je veux garder tout le temps le contrôle sur la matrice, et je n'utilise que la force qui permet d'attirer les aimants. Voilà, tout simplement. Après, une autre question qui m'a été posée, évidemment, et celle-là, il fallait vraiment qu'elle soit posée, c'est la question des virages. Comment on fait pour tourner? Vaste question. Donc là, pour répondre à ça, on va passer plutôt au tableau où j'ai préparé un petit crowbar. Là, j'ai dessiné un secteur droit. Alors, je ne vais pas dessiner tous les petits ponts et tout, mais peu importe. Ici, entre deux pistes, on a donc la valeur d'un pas moyen de 0,7 mm. Qu'est-ce qui va se passer quand on va tourner? Quand on va tourner, les lignes verticales bleues là vont devenir, là ici les lignes vertes, elles vont devenir non pas verticales et parallèles, elles vont devenir courbes et concentriques. Concentriques à un point de centre ici, le point qui permet le cercle, la courbe.
Voilà, tout simplement. Donc ça, ok, pas de problème. Jusque-là, on pige. Ensuite, les lignes horizontales, elles, par contre, elles vont plus être parallèles et horizontales, elles vont devenir convergentes, toutes vers ce point, ici. Donc elles vont s'éventailler. Ça veut dire qu'ici, ici, je vais avoir une valeur plus petite entre deux pistes que là. C'est tout à fait logique. En fait, d'après les calculs et les modélisations que j'ai pu faire, ici on aurait 0,6 et ici on aurait 0,8. Tout simplement. Donc, ça veut dire que quelque part vers le milieu, on a 0,7. Eh bien, ça nous arrange. Parce que comme je m'interdis de vouloir doubler dans un virage, ce qui est quand même préférable, si on se cale bien au milieu de la voie de la route, ici on aura tout le temps 0,7. Et notre matrice pourra être toujours attirée de la même manière que sur les secteurs droits. Voilà comment je compte régler le problème des virages. En fait, là, je n'ai vraiment rien inventé. C'est exactement, je retombe exactement sur les mêmes valeurs que ce que pratique le Miniature Wonderland à Hambourg. Voilà, tout simplement. Il y a aussi autre chose dont je voudrais vous parler. Il y a tellement de choses. J'aimerais avoir un système suffisamment fiable, et jusque-là c'est le cas, pour qu'à chaque impulsion, la matrice avance réellement d'une ligne. Jusque-là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que j'aimerais m'approcher de la fiabilité d'un moteur pas à pas. En gros, c'est un peu comme un moteur pas à pas. À chaque fois qu'on envoie une impulsion, on avance d'un pas. Si vraiment ce truc-là fonctionnait comme un moteur pas à pas, je pourrais me passer de ce que j'ai appelé la rétroposition. La rétroposition, c'est quoi? Alors, c'est un terme que j'ai choisi. J'aurais pu. C'est exactement la même chose que la rétrosignalisation pour les trains, mais comme le terme était déjà pris, j'ai appelé ça la rétroposition. La rétroposition, ça pourrait être un système où ce serait la matrice, grâce à son champ magnétique, qui pourrait dire au logiciel, je suis là, un peu plus loin, je suis là, encore un peu plus loin, je suis là, je suis là. Voilà, comment on pourrait faire ça? Comment ils font ça à Hambourg? Ça, ils le font à Hambourg. Ils font ça avec des capteurs à effet Hall. Mais du coup, ça complique vraiment les échanges de données entre le circuit de voiture et le logiciel. Alors, du coup, on est sur un truc bidirectionnel qui n'est pas forcément facile à gérer. En tout cas, à Hambourg, ils galèrent pas mal avec ça. Moi, finalement, si j'ai la même fiabilité qu'un moteur pas à pas, je peux me passer de rétroposition. Parce que finalement, une machine qui utilise un moteur pas à pas, genre une CNC, une imprimante 3D, une découpe laser, ben généralement, il n'y a pas de système qui dise à la carte mère de la machine, je suis à tel moment angulaire. Il n'y a rien de ça en tout cas. Dès qu'on utilise des moteurs pas à pas, on fait confiance. La carte mère de la machine envoie un ordre au moteur pas à pas et la carte mère considère que l'ordre a été exécuté à la perfection, que le moment angulaire est vraiment respecté. Donc, si j'arrive à avoir une fiabilité de cet ordre-là, je n'aurai pas besoin de rétroposition. Je pourrais écrire tous mes scénarios d'itinéraire des divers véhicules et j'enverrai la séquence et le truc se déroulerait. Ça, c'est dans, je ne sais pas quand, hein, parce qu'il va encore se passer beaucoup de temps avant d'en être là. Une dernière question qui m'a été posée, mais là, c'est pas la dernière, non. Mais là, on va se positionner dans le cas où vraiment, dans quelques mois, dans quelques années peut-être, tout fonctionne bien. On m'a dit, ouais, mais ce qui serait bien quand même, généralement, quand on double, on met son clignotant. Ouais, c'est vrai. Quand on a un minimum de civilité, c'est quand même bien d'avertir les autres qu'on va dépasser. Alors, évidemment, on n'en est vraiment pas là. Mais je vais quand même répondre à la question. Jusque-là, dans la voiture, on n'a absolument rien mis. On aura juste collé une matrice d'aimant et la voiture est vide. Alors moi, je me réserve quand même un peu de place pour pouvoir mettre un conducteur.
C'est quand même mieux de voir une voiture rouler avec un conducteur au volant. C'est quand même, ça serait plus sympa. Mais ceci dit, après, tout le reste, c'est vide. Pourquoi pas embarquer une toute petite batterie de rien du tout lithium polymère, des micro LED, vraiment micro LED, hein, 0202, un truc invisible au bout du doigt, quoi. Un truc impossible, c'est un truc de fou ça encore. On place nos clignotants, on place même nos feux stop, on place des phares, pas de problème. Tout ça contrôlé par un petit récepteur genre infrarouge peut-être ou radio. Maintenant on fait vraiment de toutes petites choses, pourquoi pas. Et donc, du coup dans la séquence, dans le logiciel, on n'a plus qu'au moment où on double, eh bien, un peu avant on met les clignotants et on double. Et quand on ralentit, les feux stop, à l'arrière, s'allument. On peut rêver, il n'y a pas de souci. Voilà. Une dernière question qui m'a été posée, c'est beaucoup trop tôt pour y répondre, mais c'est bien normal d'y penser. C'est évidemment combien ça coûterait un truc pareil. Euh, alors je suis désolé, mais je suis incapable de répondre à cette question-là aujourd'hui tout de suite. C'est beaucoup trop tôt. Moi, je sais évidemment ce que ça me coûte en prototype, en matière XY. Je sais surtout ce que ça me coûte en temps. Là, depuis 5 mois que je réfléchis à tout ça, ben, j'en suis à 1000 heures de travail, un peu plus de 1000 heures même. Donc, c'est quand même c'est un peu lourd. Parfois, je vais de douche froide en douche froide. Parfois, je passe des moments un petit peu, pas euphoriques, mais avec un peu plus d'optimisme. Voilà, sachant que ce projet-là reste très incertain. L'abandon est toujours menaçant. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, quoi. À mon avis, l'avenir, là où moi il faut que je creuse, c'est sur ces secteurs à base de tricotage. Euh, Ça pourrait être, à mon avis, ça c'est la solution pour être beaucoup plus tranquille. Et donc je vais creuser ça. Alors si vous avez des idées, comment on peut fabriquer un support comme ça avec des créneaux dans lesquels on peut venir tricoter les fils, hein, passer les fils, ben, je suis preneur. On ne sait jamais, vous pouvez avoir une idée que j'ai pas eue. Donc ça serait vraiment sympathique. Ça sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'espère que j'aurai reçu les ponts en H, ce qui fait qu'on pourra, même avec les PCB, là, en vrai, je vais quand même rester sur ces PCB un bon moment. On pourra éventuellement tester une séquence, une vraie séquence, pour faire à la voiture au moins tout le secteur et peut-être reculer ensuite. Il y a pas de souci. Et puis ça nous donnera une idée de savoir à quelle heure ça crame ça. Parce que à mon avis, si on insiste trop là-dessus, ça va cramer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On en sait un petit peu plus, j'espère. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.